Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide de rattrapage, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un film sorti le 9 février 2022, un film qui a été prédit par Monsieur Durandal avec ses vidéos Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur Roland Emmerich, et ce n'est autre que Moonfall. Et ça fait extrêmement plaisir de voir ce réalisateur à nouveau derrière la caméra parce que j'adore son travail en général. D'ailleurs, un de ses films qu'il a réalisé et qui est mon préféré, je pense, c'est très clairement Godzilla. Je sais que beaucoup de gens le détestent, mais moi je le surkiffe. En plus, il y a Jean Reno dedans avec un accent américain incroyable. Bref, je vous invite à le regarder juste pour ça. La série animée aussi derrière est très très cool. Mais je sais que les gens détestent Roland Emmerich pour son travail. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qu'il essaye de nous proposer. Mais il essaye juste de nous proposer des films popcorn. T'es là pour te divertir, t'es pas là pour réfléchir. Et si tu te poses des questions, le film va t'y répondre. Que ça soit par le biais des visuels que tu vas voir. Je veux dire, tu vois une lune qui s'approche de la Terre. T'as pas besoin d'explication, tu comprends que c'est cet événement qui est problématique. Derrière, tu auras toujours des scientifiques qui vont essayer de répondre aux questions que les protagonistes qu'on va suivre se posent. Et ben nous, du coup, on va avoir nos réponses. On a tout ce qu'il faut pour comprendre le film sans se poser des questions et donc de tout simplement subir visuellement, grâce au bruit, grâce aux effets spéciaux, grâce à tout le film. On le subit comme les protagonistes subissent les événements. Parce qu'on se dit, mais putain, mais c'est totalement dramatique si ça nous arrivait, ou si c'est incroyable, il y a la Maison Blanche qui explose, il y a un raz-de-marée, une énorme tornade, putain, mais c'est ultra cool. Et donc, on en prend plein les yeux, plein la gueule, et c'est classe. C'est des films divertissants. Mais je vous invite à regarder les vidéos de Durandal là-dessus, parce qu'elles sont bien plus poussées, et vous allez mieux comprendre ce que c'est le cinéma de Roland Emmerich. Mais tout ça pour dire en tout cas que du coup, Moonfall a des critiques plutôt négatives. Actuellement, ça tourne entre 2,2 aux États-Unis, il se fait plomber. C'est triste. Maintenant, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est peut-être pas le meilleur de Roland Emmerich, mais ça reste du Roland Emmerich. Je me répète beaucoup, mais c'est son travail à 100%. Il n'y a aucune différence des anciens films. C'est exactement le même type de film. Un film où tu vas en prendre plein la gueule. Et tu vas suivre un groupe de gens, il y en a beaucoup en général dans les films de Roland, parce que tu vas suivre plein de protagonistes, mais c'est pas en mode tiens on veut en foutre plein pour que tu t'attaches à plein de personnages au cas où. Il y en a plein parce que tu dois suivre plein d'événements différents. Tu dois suivre des scientifiques essayer de régler tel problème, tu dois suivre un spationaute qui doit aller dans l'espace avec d'autres personnes pour régler un autre problème. Alors, voilà, et forcément il faut qu'on suive aussi les événements sur Terre pour qu'on comprenne que la Lune aura un impact sur la Terre, donc comment en tant qu'être humain tu peux survivre à tels événements. Parce que si tu mets pas une famille sur Terre qu'on doit suivre, à ce moment-là tu ne sais pas ce qui se passe sur la Terre. Ça aurait aucun sens de juste de filmer la Lune qui passe au-dessus de la Terre et puis fin. Non, il faut qu'on suive une famille ou des membres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de protagonistes dans les films de Roland Emmerich pour voir à peu près toutes les situations possibles et imaginables. Maintenant, il est vrai que le film n'est pas un chef-d'œuvre en soi. Il m'a un petit peu déçu sur certaines choses, dont les effets spéciaux, ils sont pas tous réussis. Alors attention, 90% sont hyper stylés et voire même limite trop réalistes, je trouve. Ceux dans l'espace, non mais attends, sans déconner, c'est des effets spéciaux, mais j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment dans l'espace. Non, vraiment, là-dessus, il y a toujours un travail des effets spéciaux qui sont grandioses, mais il y en a quelques-uns où tu te dis ah, ça se voit, hein, que c'est dégueulasse, surtout le passage avec les énormes vagues qui s'écrasent sur la ville, et on voit un hôtel où quelques membres qu'on va suivre essayent de se planquer en attendant, et tu sens que voilà, les effets spéciaux dans la pénombre, tout ça, on a essayé de tamiser la lumière au maximum pour pas qu'on voit trop. En plus de ça, on voit bien que c'est en studio, hein, surtout le passage dans l'hôtel, parce que Roland Emmerich aime particulièrement, si ce n'est à 100%, tourner dans un studio. Hein. Il veut pas tourner en extérieur, prendre quelques plans, histoire de... Ouais, c'est sympa quand même, une vraie montagne. Non, non, moi, c'est des effets spéciaux, c'est en studio, fin de l'histoire. Ok, chef. Après, c'est pas un problème, tant que c'est bien foutu. Globalement, c'est bien foutu. Hein. Ça va pas forcément tout le temps sauter à l'œil en mode « mais c'est du studio, ça c'est dégueulasse. Oh, les effets... » Non, il y en a quelques-uns quand même, mais il faut le souligner parce que ça reste négatif en soi. Hein. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Il y a aussi l'écriture de quelques personnages. Alors, je vais vite fait parler et citer les acteurs et actrices principales. Nous avons Ali Berry dans le rôle de John Cena Fowler, protagoniste principal. Nous avons Patrick Wilson dans le rôle de Brian Harper. Et le dernier qu'on va citer, c'est John Bradley qui incarne Ousmane, qui va être le comic relief.
Alors, il y en a qui ont ri. Personnellement, j'ai pas beaucoup ri de ces vannes, bien que je trouve le personnage touchant en soi, parce qu'en gros, il y a toute une symbolique autour de la famille dans ce film, mais vraiment très poussée, parce que Jocinda, elle est divorcée, mais elle a un petit garçon. Derrière, nous avons Brian Harper qui lui aussi est divorcé, décidément, ou en tout cas est séparé de sa compagne, et il a un grand garçon, donc il y a des tranches d'âge, et nous avons donc Houseman qui lui est un grand garçon, très très grand, je crois qu'il a la trentaine ou il doit avoir la quarantaine dans le film, et forcément sa mère est très vieille et en plus elle est malade, donc il va avoir tout un délire avec la famille. En plus de ça, j'ai pas cité, mais la famille de Harper, donc sa femme, s'est reconstruite, hein, donc elle a un nouveau mari, il y a d'autres enfants, donc une famille recomposée, donc on voit tout style de famille pour que toi, en tant que spectateur, tu puisses t'attacher à des différents protagonistes, ou même te dire ah mais attends, mais moi aussi j'ai une mère âgée qui a atteint une maladie, ou tiens moi je connais des gens qui se sont séparés, etc. Donc on peut facilement s'identifier à des protagonistes, et ça peut nous permettre de mieux comprendre le choix de certains personnages pour faire telle ou telle action. Ça veut dire potentiellement le sacrifice, etc. Parce que tous et toutes se battent pour une raison. Donc un c'est pour leur garçon, d'autres c'est pour l'amour de leur mère. Et je trouve ça intéressant. Mais dans le cas d'Houseman, en fait, ce qui est chiant, c'est que d'une, c'est le côté comic relief, donc il est là pour nous faire rire, pour essayer de dédramatiser, et de temps en temps ça fonctionne bien. Il y a un moment où il y a Ali Berry, donc Jocinda et Brian qui sont en train de discuter, et on voit pas, mais il y a Houseman qui est là, et à un moment tu vois sa tête popper, il dit une phrase, et hop, il se recache. C'est con, mais ça fait sourire, vous voyez, donc il y a des choses qui passent bien. Mais le problème, c'est que on le voit prendre des cachets. Donc il a une boîte où il prend des cachets. Alors je vous avoue, je me souviens pas pourquoi il les prend. Alors je crois que c'est parce qu'il a plein de symptômes, plein d'effets secondaires suite au stress, etc. Enfin bon, bref. Mais en fait, moi, la première fois que j'ai vu ces cachets, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à un autre film, Pacific Rim, avec le commandant là qui prend des cachets parce qu'il est atteint d'un cancer à cause des radiations qu'il avait subies quand il était dans les Titans. Et, et je me suis dit, mais à tous les coups, lui, il est malade. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui va se sacrifier à la fin. Et donc, à la fin, quand il décide de se sacrifier lui, j'étais en mode, bah ouais. Et j'avoue, c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé l'effet de surprise, je vous avoue. Alors, c'est tout con, hein, mais peut-être que vous, le coup de la boîte, ça vous a pas fait penser à ça. Mais moi, je me suis dit, mais comme il est malade, c'est lui qui va vouloir se sacrifier. Pourquoi laisser un père en bonne santé, qui a des enfants, tout ça, se sacrifier? Ou la femme qui, elle aussi, a un petit garçon, pourquoi elle se sacrifierait? Alors que lui, au final, certes, il a sa mère, mais sa mère ne le reconnaît plus à cause de la maladie, l'Alzheimer. Pourquoi ça serait eux de se sacrifier? Et c'est pour ça que du coup, j'ai pas été surpris. Alors je sais que les films de Roland Emmerich sont pas les films les plus surprenants, hein, scénaristiquement, vu que c'est écrit très bien. En général, il n'y a pas d'effet de surprise. Mais là, quand même, c'est dommage. J'aurais aimé avoir un doute. J'aurais aimé me dire, ah, putain, mais mon Dieu, mais est-ce que c'est Brian? Mais le pauvre, mon Dieu, c'est peut-être Houseman qui va se jeter. Et finalement, c'est lui. Ça aurait été plus intéressant. Donc là, l'effet de surprise est un peu tombé à l'eau et ça m'a un peu déçu. C'est ce qui, pour moi, m'a le plus impacté. Bon, après, la scène post-générique est en mode au final, il est pas mort. Enfin, il est mort, mais sa conscience a été transplantée dans la Lune. Tu fais ah. Bon, ça prépare une suite, hein, parce que je présume que l'idée, c'est que les êtres humains et cette Lune unissent leurs forces pour aller lutter contre les machines. L'intelligence artificielle. Ça, vous ne pouvez pas penser à autre chose, vous? Independence Day. S'allier, utiliser la technologie des aliens pour se renforcer, pour les poutrer. Puisqu'on sait qu'il n'y a pas qu'une seule reine ruche, il y en a d'autres. Donc potentiellement, peut-être aller leur péter la gueule chez eux. Ouais, c'est un peu la même chose. On sent qu'il s'est beaucoup inspiré de lui-même et c'est un peu dommage parce que il y a quand même beaucoup de similitudes. D'ailleurs, la technologie qui est la dernière survivante qui va aider les êtres humains, ou en tout cas les aider au mieux qu'elle peut, puisque celle-ci est malheureusement manipulée par l'intelligence artificielle,
Bah, tu sens que c'est quand même la même que celle qu'il y a dans Independence Day avec l'énorme boule qui revient de on sait pas d'où, qui est la dernière survivante aussi de la race extraterrestre et qui vient aider les êtres humains. En tout cas, leur proposer un plan, etc. Enfin bon, bref, vous voyez, quand même la même chose. En plus, c'est une sphère qui ressemble à une lune et qui est aussi une intelligence artificielle. Oh, c'est pas fouler la cheville, Roland. Non, mais je critique, mais c'est vrai que voilà. Mais normalement, Moonfall proposerait Moonfall 2, où les êtres humains potentiellement soit survivraient à une autre attaque de l'intelligence artificielle, ou à l'instar, iraient chercher l'intelligence artificielle pour leur péter la gueule. Mais par contre, j'aimais bien l'idée de... Au début, on sait pas trop ce qui enclenche la Lune sur la Terre, et quand on découvre le pourquoi, tu dis ah ouais, quand même, ah oui, donc la Lune est créée, a été créée de toutes pièces, intéressant, au point même que la Lune peut créer le Soleil, la vie. Ah, les mecs, ils étaient très doués parce que, en gros, la race extraterrestre qui a créé la Lune, c'est des humains qui étaient juste à des années-lumière de nous, qui vivaient normal, qui étaient très intelligents, qui avaient développé donc une intelligence artificielle qui s'est retournée contre eux. Skynet, Terminator, bon, bref, vous avez vu. Et donc ils essayent tant bien que mal de faire survivre leur race, et c'est pour ça qu'ils ont créé des arches, donc les lunes, et les envoyer aux quatre coins de la galaxie pour tenter de faire survivre leur espèce, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à développer la vie sur la Terre, sauf que c'est la seule et dernière lune qui reste, et donc c'est pour ça que l'intelligence artificielle vient nous boutrer la gueule, parce qu'ils veulent détruire tout ce qui pourrait les mettre en danger, donc les humains sur cette Terre, mais aussi la Lune. C'est pour ça que l'intelligence artificielle veut faire d'une pierre deux coups, envoyer la Lune sur la Terre pour détruire la Terre et la Lune en même temps. Alors qu'elle aurait pu d'abord attaquer tous les terriens d'un claquement de doigts, et après contrôler la Lune, et l'exploser sur le Soleil, ou tout simplement la garder sous contrôle au cas où. Tout était possible, mais bon, ils ont fait ce choix-là. Donc en soi, bah, c'est intéressant parce que ça donne des effets assez incroyables. Quand tu vois la Lune s'approcher de la Terre, c'est juste superbe. Enfin, l'effet visuel est juste incroyable. Franchement, si ça nous arrivait un jour, ça serait beau à regarder. Bon, ça serait mortel, mais ça serait très beau à regarder. Mais je suis un peu déçu, c'est qu'ils n'ont pas donné d'explication au début rationnelle en mode ah, la Lune elle a changé d'astre à cause de X raisons. Il n'y a pas eu de raison scientifique. Bon, en même temps, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de raison scientifique pour que ça arrive un jour, à moins qu'il y ait une énorme collision avec un astre de la taille de la Lune, ou un peu plus petit mais qui va à pleine vitesse. Mais à part l'exploser, je sais pas si ça changerait son axe. Peut-être que oui, je vous avoue, je suis pas scientifique, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais j'aurais aimé avoir des petites explications tenues par les scientifiques, même tirées par les cheveux, pour qu'après, derrière, ils découvrent que non, c'est autre chose. D'ailleurs, Haussmann est un féru de science, d'espace, et c'est lui qui est le premier à avoir détecté que la Lune était creuse, que potentiellement il y avait quelque chose à l'intérieur et autres. Et c'est pour ça que personne ne le prend au sérieux, et quand tous les événements vont se réaliser, les gens sont là en mode mais en fait, il avait raison, le con. On va peut-être l'écouter maintenant, et c'est pour ça qu'après les gens commencent à l'écouter, enfin surtout Brian, parce qu'au début il l'écoute pas, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est quand même cocasse, c'est qu'à la fin quand Haussmann se sacrifie, il dit t'es le seul à m'avoir écouté. Alors si je me souviens bien, au début du film, Brian ne l'écoute absolument pas. C'est juste quand il réalise que les événements se déroulent bien qu'il se dit mais attends, il avait peut-être raison, je vais quand même aller lui en parler de trois mots. Mais tu es et derrière quand il va lui en parler, t'as donc Haussmann qui lui explique les trucs, et t'as l'autre qui fait oh, t'es quand même perché, hein, sans déconner. Mais c'est la vérité pourtant. Écoute-le, vu que la lune était en train de bien tomber. Ah, bon voilà, donc le coup de t'es le seul à m'avoir écouté. Non, non, ta mère est la seule à t'écouter, sauf que comme elle perd la boule, la mémoire, donc malheureusement, elle se souvient pas, mais sinon elle t'écoute, hein. Mais voilà. Donc ça, c'était la partie scénaristique, quelques problèmes par-ci par-là. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement dérangé et que je trouve elle ne sert à rien, je ne comprends pas. C'est quand on suit le personnage de Tom Lopez, incarné par Michael Pena, qui est le nouveau mari de l'ex de Brian. Et bien, celui-ci est accompagné donc de ses petites filles, du garçon de Brian et de sa femme, et aussi de la babysitter des enfants de Jocinda, enfin du petit garçon de Jocinda, et
Donc ils essayent de survivre et à un moment, mais malheureusement, l'oxygène va manquer parce que la Lune va absorber toute la gravité, tout ça, et l'oxygène entrant, donc ils vont plus pouvoir respirer, donc ils utilisent des bouteilles de pompiers. Donc bref, ils utilisent les masques de pompiers, etc. Donc ils avancent, et malheureusement, une des bouteilles d'une des petites filles de Tom ne fonctionne pas, et donc il va devoir utiliser sa propre bouteille, donc son masque, pour l'utiliser pour sa fille, ce qui est normal. Sauf qu'il décide de se sacrifier. Alors, plusieurs problèmes. D'une, pourquoi les autres membres sont avancés aussi rapidement et n'ont pas attendu les autres? Parce que personnellement, quand il y a un tel événement, mieux vaut rester en groupe. Le plus grand nombre a plus de chances de survivre, même si des fois, c'est pas toujours le cas. Mais mieux vaut rester en groupe, là. On sait jamais, parce que tu sais qu'il peut y avoir des problèmes, etc. Donc tu restes. Sauf que non, les autres, ils s'avancent et ils laissent les deux en arrière. Ce qui est complètement con. Je suis désolé. En plus, donc oui, effectivement, ta bouteille ne fonctionne plus pour la petite fille. Pourquoi tu la prends pas sur tes bras? Et vous échangez le masque à tour de rôle. Et en plus de ça, ça serait encore bon arrivé si il s'était resté à plusieurs. Je suis désolé, ça marque les esprits en mode « Oh mais les pauvres, le père qui se sacrifie pour sa fille, c'est beau, c'est mignon. » Mais je suis désolé, d'une, personne est attaché à Tom, parce que c'est un connard. Un vrai connard. Le mec, soi-disant, il fait tout ce qu'il peut pour délivrer le garçon de Brian de prison, parce que celui-ci était enfermé en prison au début, et il appelle ses avocats et tout, il fait de son mieux, sauf qu'en fait, il s'est barré au fin fond de la pampa en laissant le mec en prison. Bravo. Et il est là en mode « Ouais, si, j'ai tout fait de mon mieux, mais c'était compliqué, blablabla. » Et tu dois t'attacher à lui. Et derrière, il se sacrifie pour sa fille. Alors, en soi, c'est beau, mais c'est complètement con. Donc je suis désolé, je ne m'attache pas à sa mort et je la trouve ridicule. Vraiment ridicule. Ouais, il y a quelques petits passages comme ça qui font que ouais, j'étais pas tout le temps à fond dans le film. Le film est quand même tout le temps en train de bouger, il y a plein de choses, mais je trouve qu'il est mou. Parce que le passage sur Terre, quand on suit la famille, essaie de survivre et tout, je trouve que ça plombe... Alors certes, ça donne des scènes ultra épiques, mais ça plombe, alors qu'il y a déjà assez de mollitude dans l'espace, vu que c'est lent, tout ça, ce qui est normal. Le temps qu'ils mettent en place leurs pièges... je trouve ça assez mou du genou. Donc malheureusement, je trouve le film assez inégal par moment à cause de ces passages sur Terre. Et ce qui fait que, oui, le film n'est pas un chef-d'œuvre et pour moi, il ne mérite pas une note exceptionnelle. Il ne mérite pas un 5 sur 5. Mais par contre, il ne mérite pas non plus un 2. Pour moi, il mérite la moyenne. Il mérite un 3, voire presque un 3,5 parce que visuellement, il est très réussi quand même. L'histoire est plutôt cool, que ce soit l'intelligence artificielle, même si c'est du déjà vu. Mais l'idée est intéressante. Franchement, ils ont poussé le concept jusqu'au bout et Roland Emmerich peut se féliciter. Malheureusement, les critiques, elles, sont pas bonnes et ne sont pas au rendez-vous clairement. Mais moi, je vous conseille quand même de jeter un coup d'œil si vous aimez les films popcorn. Hein, encore une fois, si vous aimez les films de Roland Emmerich, vous aimerez ce film-là. En tout cas, vous arriverez à l'apprécier quand même s'il y a des défauts, comme j'ai pu les souligner. Et encore, il y a d'autres défauts que je ne souligne pas, mais il y a des choses qui peuvent vous sauter à l'œil. Mais voilà, c'est pas un film de merde, c'est un film de Roland Emmerich qui nous offre du Roland Emmerich. Et jusque-là, le pari est réussi, mais je suis quand même un petit peu déçu par certaines choses, et surtout cette histoire du père là, qui se sacrifie complètement con, et malheureusement le fait est que j'ai vu qu'Haussmann allait se sacrifier dès le début. Ça m'a un peu déçu, mais bon, ça c'est en soi, c'est pas trop grave, mais il est vrai que de montrer énormément cette boîte et les médicaments, et de voir qu'à la fin, il lui reste plus qu'un médoc et qu'il le prend, tu dis, c'est la dernière pilule avant le sacrifice. C'est quand même dommage. Bref, voilà qui conclut cette critique. Hein. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Donc je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube et sur Twitch. Et je suis en train de tourner la vidéo sur Elden Ring. C'est plutôt compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bref, sur ce, bonne fin de journée. Ciao ciao.